Salut à tous, j'ai reçu un exemplaire de Meizu MX4 Pro la semaine dernière et je suis plutôt content de l'avoir pu le tester pour quelques jours. En gros, je dirais que c'est un haut de gamme qui tente de nous impressionner avec son écran 2K et une puissance qui lui corresponde. Le fabricant a pris ces modèles assez sérieusement, mais toutes ces attentions viennent avec un tarif assez élevé. Il ne sera pas très rentable pour un usage hors de la Chine. Sur cette vidéo, on ne fera pas de texte complète parce qu'à mon avis, une synthèse sur l'expérience est plus pertinente pour ce fameux Meizu MX4 Pro. Oui, je sais, l'introduction n'est pas top, rigolez comme vous voulez, mais il faut savoir que j'y travaille encore. Ok, je vais commencer par le design et la finition. Globalement, je le trouve plutôt respectable, même si j'ai l'impression qu'il est fait des petits copies-colles de plusieurs marques. Un petit bémol que j'ai pu constater au niveau de fabrication est qu'on peut voir visiblement une fonte existe, la coque et le châssis. Sur le net chinois, certains disent qu'on peut même insérer une carte visite là-dedans. La bordure semble moins tranchante par rapport au MX4, mais cette amélioration n'est pas très perspective pour la prise en main. La dimension du Pro fait approximativement 15% plus grand que le MX4. Cette augmentation n'est pas trop gênante. Par contre, ils ont mis le bouton de démarrage sur le côté supérieur. Je trouve cette idée assez bête, sachant que le Pro fait 150 mm en haut. Une alternative plus raisonnable est de le mettre sur le côté droit. Vu ça, Meizu a proposé une autre solution qui nous permet de réveiller l'écran avec le bouton Home. Mais il faut sacrifier la fonction de l'assistant vocal. Le scanner d'empreintes qui est intégré sur le bouton Home est un atout absolu du Pro. Il est possible d'enregistrer les empreintes de façon verticale et horizontale. Et on peut stocker jusqu'à 5 empreintes différentes. Mais il faut être patient avec l'enregistrement parce qu'on doit passer de nombreuses fois sur le scanner pour qu'il puisse enregistrer votre empreinte entièrement. Pour la reconnaissance d'empreintes, j'ai eu aucun problème. Le taux de réussite est très encourageant et en plus on jouit d'une excellente réactivité. Ce mécanisme de protection par empreinte est applicable sur l'écran verrouillé, sur les applications et sur le moyen de paiement créé par Meizu. Mais ça reste inutile en France. L'écran fait un beau spectacle avec une définition de 2560 par 1536. Et sur la taille de 5,5 pouces, on a une très haute densité de pixels qui est de 640 pixels par pouce. Les chiffres sont bien étonnants, mais l'expérience réelle n'est pas à la même hauteur. Ici, je prends deux captures d'écran comme exemple. Il faut rendre les deux presque 4 fois plus grands pour qu'on puisse constater vaguement la différence au niveau de définition. Donc je me demande à quoi ça sert cette définition effrayante quand elle ne rapporte pas de véritable avantage à l'utilisateur. À mon avis, il s'agit plutôt d'un petit coup de marketing. En plus, pour ce genre d'écran en ultra haute définition, il faut sacrifier la luminosité et la translucidité. Mais à ce sujet, le Pro se montre plutôt pas mal. Le grand minimum est qu'on peut avoir une visibilité acceptable sous le soleil. Le rapport d'écran est un très bizarre 15:9 et tout de suite on comprend qu'on aura des problèmes d'afficher pleinement les images en 16:9 et ça rend le Pro moins attractif. Je continue avec son système d'exploitation qui est le Flyme OS. Cette sous-couche passée sur KitKat occupe déjà 5 Go de stockage du téléphone, donc ça me reste encore 11 Go libre puisqu'on est sur la version 16 Go. C'est très dommage que le Pro ne supporte pas de carte microSD, surtout pour la version débutante. Pour ceux qui sont habitués à l'Android générique, il faut du temps pour familiariser avec cette sous-couche. J'ai vraiment l'impression que Meizu veut bâtir un écosystème autour de cette sous-couche, mais apparemment, ils ont encore pas mal de boulot à faire. Mon plus grand problème en termes d'accessibilité est sans doute les paramètres. Il est introuvable sur la barre des dates et c'est uniquement accessible sur l'écran d'accueil. En plus, les gadgets sont un peu limités par rapport à l'Android stock. L'assistant vocal n'a pas de support linguistique en français. Bien sûr, on peut l'enregistrer en mode de basse en français pour réveiller l'écran, mais on ne peut pas marcher plus loin que ça. Et même en chinois, cette fonction fait plutôt gadget parce que 1. Il faut une connexion internet pour qu'elle puisse fonctionner correctement. Bonjour Meizu. Comment allez-vous? Et 2. Le taux de réussite pour la reconnaissance n'est pas très élevé.
Et oui, bien sûr, il y a des choses positives, comme certaines modifications qui sont mieux adaptées pour un contexte chinois. Attention, chinois, surtout ces applications multimédiales qui cherchent à s'intégrer le contenu sur l'Internet qui est 100% chinois. L'assistant de Smart Touch est d'un grand plus pour le Pro. Du coup, on pensait que c'était une copie de Assistive Touch sur les terminaux Apple, mais ce premier fonctionne sur un autre principe. Autrement dit, il est conçu pour faciliter votre pilotage avec son support pour les gestes. Pour une grosse tablette, c'est crucial. Avant de passer sur une autre partie, je vais résumer mon impression sur le Flyme OS avec un seul mot, immature. Je suis plutôt content de voir des efforts fournis au niveau logiciel, mais après quelques jours d'utilisation, je dirais qu'il y a encore pas mal de progrès à faire pour améliorer la stabilité et l'accessibilité de ces sous-couches. J'arrive sur la caméra. Ici, je peux vous dire que le patron de Meizu est un gros fan d'Apple, vu la conception de cette application. Là, vous avez plusieurs modes disponibles, y compris le mode Slow Motion. Une chose qui m'impressionne est le mode nude. Apparemment, il ne s'agit pas d'augmenter bêtement la sensibilité iOS afin d'obtenir une image acceptable. On voit clairement que la transition est plus naturelle entre la partie sombre et la partie éclairée. Cependant, il n'est pas très capable de gérer la sienne où l'éclairage est assez complexe. En plus, pour les photos prises en faible luminosité, la couleur est tirée vers le rouge. Pour les vidéos 4K, ça va. Mais je suis un peu déçu de voir ces déséquilibres au niveau de balance de blanc. Ok, l'autonomie, oups, ça fait mal. Avec un grand écran de gars, est-ce qu'on est condamné à une autonomie très modérée? Franchement, ça dépend. Pour mon usage, la batterie peut tenir pour 1 jour et demi. Pour préciser, c'est une utilisation en 3G, pas très lourd pour les appels ni pour les messages courts. Mais la consommation avec la connexion de data et l'utilisation de Bluetooth est considérable. Sur le net chinois, beaucoup ont confirmé que le Pro est capable de durer pour presque 12 heures en 4G. Et si vous êtes des joueurs, le Pro ne va pas vous plaire parce que 2 heures sur le jeu 2D est assez lourd pour la batterie. Le pourcentage de pile pourrait baisser 52%. En termes de l'échauffement, le Pro est plutôt capricieux. On peut facilement ressentir la hausse de la température sur les façades latérales quand la machine est chargée. Le dernier point est la vitesse de chargement. Avec les accessoires fournis, ça prend normalement 4 heures à partir de moins de 10% jusqu'à plein. Pour une grosse batterie, c'est déjà pas mal. Bon, avant de finir cette vidéo, je voudrais vous dire que je suis plutôt convaincu par les efforts fournis par Meizu. Cette marque a beaucoup évolué au long de ces dernières années. Sachant qu'il y avait 4 ans, je l'avais considéré encore comme un vieux fabricant de lecteurs MP3 très bas de gamme. Le positionnement de la marque est bien au-dessus des Oppo et DHL, et on peut la prendre pour une marque chinoise de première range. Par contre, Meizu n'a pas encore très bien joué la carte de l'internalisation comme Huawei. Pour le moment, elle reste une marque très chinoise. Et voilà, c'est tout pour cette semaine. Réagissez à cette vidéo comme vous voulez et à la semaine prochaine.